Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mercredi 29 novembre 2007. Alors hier, la commission budgétaire du Sénat a approuvé la réforme fiscale, ce qui a permis au marché actions, hein, comme vous avez pu le constater, de rebondir. Le Dow Jones qui a pris plus de 1%, le S&P à peu près 1%. Voilà, donc on a eu un bon rebond des marchés actions qui s'est prolongé pendant cette séance asiatique et qui se prolonge à l'ouverture des marchés européens. Voilà. Alors attention, c'est la commission budgétaire du Sénat, ce n'est pas encore le Sénat entier, donc une session complète du Sénat où tous les sénateurs seront convoqués sera nécessaire pour définitivement faire passer cette réforme fiscale. Mais voilà, on a eu une avancée de la réforme fiscale qui a été faite hier, ce que le marché a gentiment salué. Alors on va commencer tout de suite par l'avertissement et assurance que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IGF fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors on passe au bilan des séances d'hier concernant Wall Street et ce matin pour la séance asiatique. On peut voir qu'on a eu un rebond des valeurs à risque. Le Dow Jones qui prend un 0,9, le S&P 0,98, le Nasdaq 0,49. Alors la petite médaille est donnée au service bancaire financier qui a progressé de 2,58%. Le DXY également qui rebondit suite aux propos de Powell hier, comme vous le savez, il a été interrogé. Il a été interrogé et il a annoncé qu'il allait bien évidemment, qu'il allait poursuivre la politique monétaire engagée par Janet Yellen, c'est-à-dire des hausses des taux, essayer de réduire à peu près de moitié le bilan de la Fed, ce qui devrait prendre, je cite, entre, il me semble, 2 et 3 ans. Voilà. Entre 2 et 3 ans pour réduire de moitié le bilan de la Fed. Donc concrètement, rien de rien de très nouveau par rapport à ce que le marché connaît déjà. Donc voilà, on a eu une très légère performance du DXY, bien que voilà, c'est 0,40% et ça permet de confirmer le rebond qui a été engagé hier, enfin en début de semaine, pardon. On a quand même des propos qui ont été modérés, mais que le marché a tout de même salué. Ce matin, le yen perd du terrain, moins 0,15%. Alors normalement, il devrait être en rouge au lieu d'en vert. Donc le yen perd du terrain, le gold à l'équilibre, le Nikkei qui rebondit et les autres marchés actions qui sont presque à l'équilibre, voilà, qui euh, qui sont qui clôturent légèrement dans le rouge. Enfin qui clôturent, ils sont pas encore clôturés mais qui sont dans le rouge. On passe au calendrier économique de la journée. Alors le calendrier économique de la journée, nous avons alors à 9 heures le rapport de la stabilité financière de la Bundesbank de 2017. Nous aurons très attendu cet IPC allemand, l'inflation allemande à 14 heures. Suite, viendra ensuite le PIB américain dans le même temps, pardon. L'indice PCE Core, qui sera très très important. Ensuite, nous aurons un discours de Janet Yellen au comité économique du Congrès à 16 heures. Et des stocks de pétrole. Et enfin, la publication du livre beige qui sera extrêmement important. Le livre beige qui, je rappelle, fait état de la situation économique des différents euh, États fédéraux des États-Unis. Donc voilà, nous aurons quand même pas mal d'annonces économiques en zone euro, mais surtout aux États-Unis. Donc le dollar devrait particulièrement réagir. Alors bonjour à vous Frédéric, bonjour à vous Pierre-Yves, j'espère que vous allez bien. Raymond que je salue également, Huawei. Bonjour Valentin, alors bonjour à vous Huawei, un mot sur le GBPUSD, jusqu'où peut-il grimper? Nous allons voir ça dans un petit instant. Gilles, bien le bonjour à vous, Catherine, Franck, François, voilà, bonjour à toutes et à tous chers auditeurs et auditrices. Alors on passe sur la plateforme. On va commencer par DXY comme vous avez l'habitude et ensuite on passe donc au pair majeur avec le GBPUSD. Donc on peut voir que le DXY a assez bien rebondi. Il a rebondi et est venu tester cette résistance à 93 points qu'il avait dépassé la semaine dernière suite au discours de GTN qui était plutôt mitigé, plutôt décevant, je le rappelle, concernant cette inflation. Donc DXY qui rebondit, ce matin il est de nouveau vendu. Voilà, étant donné que les propos étaient assez modérés de Powell, il n'y a pas réellement de raison
pour une progression plus forte que celle que nous avons connue. Donc DXY plutôt en baisse aujourd'hui et bon, à part cet après-midi, mais ce matin, on peut voir qu'il n'y a aucun catalyseur qui pourrait favoriser le dollar, que ce soit le dollar ou l'euro. La prochaine annonce majeure, ce sera l'IPC allemand et le PIB américain à 14h. 14h, 14h30. Donc, voilà, d'ici 14h, 14h30, je pense que le DXY peut continuer à baisser. Après, tout va dépendre des annonces macroéconomiques et tout va dépendre du discours de Janet Yellen. Donc l'euro-dollar revient sur ce niveau de résistance qui est devenu support. C'est, je vous rappelle, le prix clôture de l'année 2005 à 1,1848. Voilà, donc le cours a parfaitement clôturé hier sur ce niveau de prix et ce matin rebondit dessus. Comme je l'ai dit, le DXY, plutôt une conviction baissière avant les statistiques macroéconomiques publiées cet après-midi. Donc forcément, l'euro-dollar, je m'attends plutôt à une hausse ce matin. À une hausse tout de moins modérée. Il n'y a pas de catalyseur, je rappelle. Donc s'il y a une hausse, ça se fera encore de 25 pips pour aller attraper les 1,19. Après, tout va dépendre réellement des statistiques macroéconomiques. À partir de 14 heures, tout va dépendre des statistiques. Le GBP, alors pourquoi le GBP a cassé? Le GBP a cassé cette trendline parce qu'on a eu un catalyseur. On a eu un catalyseur, un joli catalyseur, c'est l'accord. Alors, les deux parties ont démenti, mais il y aurait eu un accord, d'après des sources proches du dossier, pour le coût du divorce du Brexit. Voilà, donc le Royaume-Uni et l'Union européenne se seraient mis d'accord sur le montant du divorce qui serait entre 45 et 55 milliards d'euros, qui serait remboursé sur plusieurs années. Plusieurs années, voire même une dizaine d'années, il me semble. Donc voilà, c'est pas une facture au comptant directement en un coup. Ça sera étalé sur plusieurs années. Donc voilà, a priori, alors les deux parties, encore une fois, je le répète, ne l'ont pas confirmé, mais d'après des sources proches du dossier, ils se seraient mis d'accord. Donc ce qui est synonyme d'avancée de la négociation. Je vous rappelle que c'est sans cet accord-là, sans l'accord sur la facture du Brexit, les négociations sur les futures relations économiques entre l'UE et le Royaume-Uni étaient gelées. C'était la condition. La condition sine qua non, c'était un accord sur la facture du divorce pour ensuite négocier les futures relations. Donc maintenant que l'accord a été passé, et il a plutôt été, je dirais, généreux et correspond aux attentes de l'Union européenne, plusieurs analystes au sein de l'Union européenne ont estimé que la facture était dans ces horizons-là entre 50 et 60 milliards d'euros. Donc voilà, le Royaume-Uni n'a pas qui proposait aller il y a plusieurs mois 20 milliards, s'est montré flexible, donc ce qui est, comment dire, une preuve de, entre guillemets, de bonne foi des Britanniques, et qui sont motivés à suivre l'Union européenne, qui est, je vous rappelle, un des moteurs mondiaux quand même de l'économie. Alors certes, ce n'est pas le moteur en ce moment, c'est pas la Chine, mais c'est quand même l'une des premières puissances économiques mondiales. Voilà. Donc la zone euro, cet accord est tout simplement synonyme d'avancée dans les négociations et qui est donc favorable pour l'économie britannique. Parce que sans accord sur les sur les futures relations économiques entre les deux régions, ça serait très très problématique pour le Royaume-Uni, également pour la zone euro. Alors pas autant que le Royaume-Uni, mais ça serait également problématique pour la zone euro. Faut pas non plus dire que tout se passera bien s'il n'y a pas d'accord. C'est mieux s'il y a un accord pour les deux parties. Voilà, donc cette annonce en est une bonne pour l'économie britannique qui, eh bien, le marché salue cette annonce. Le JBP casse cette oblique, casse la résistance. Le scénario baissier, je pense qu'on peut l'annuler. Il était d'un point de vue technique. Il n'y avait pas de catalyseur hier matin. Maintenant qu'il y en a un, concrètement, la hausse, elle pourrait se jouer jusqu'au précédent sommet à 1,36. Voilà. Moi, je pense, maintenant qu'on l'a cassé, le scénario baissier est annulé. On a non seulement cassé cette oblique baissière de long terme, même s'il faudra attendre la clôture hebdomadaire avant de réellement valider cette cassure, mais outre cette oblique, on a quand même cassé cette clôture
ce prix de clôture mensuel, qui est le plus haut de l'année 2017 actuellement. Voilà, donc on a quand même un signal de haussier qui a été donné. Le RSI est quand même assez bien orienté à la hausse. On est loin, je dirais, d'une période d'excès. Donc voilà, tout mène à croire que le GBP/USD pourrait continuer à progresser jusqu'à 1,36, c'est-à-dire jusqu'au précédent sommet. Voilà, donc Catherine, livre USD objectif 1,3565 au moins. Oui, voilà, 1,3565, 1,36, c'est vraiment l'objectif sur le GBP/USD. C'est retour au sommet annuel, bien évidemment. NZD-USD, alors il semblerait qu'on a un beau rebond sur la NZD-USD, on a cette divergence haussière, plus le cours qui rebondit sur ce niveau de support. D'un point de vue technique, l'achat est totalement justifié sur NZD-USD pour viser au moins cette moyenne mobile à 50 jours, puis les 0,70. D'autant plus que si on compare avec le NZD-Yen, il est également sur support. Donc voilà, concrètement, et on l'a vu, le NZD Index hier, qui était sur support et qui rebondissait, donc voilà, c'est particulièrement intéressant je pense, de jouer le rebond sur la NZD, bien que le marché immobilier et la balance commerciale pèsent toujours sur la Nouvelle-Zélande. Donc face à des devises comme l'euro, eh bien où la situation macroéconomique est vraiment bonne et s'améliore presque chaque mois, on va dire de trimestre en trimestre, la situation macroéconomique en zone euro s'améliore. Donc l'euro NZD, c'est concrètement une belle tendance haussière qu'on a là, et je pense qu'il pourrait continuer jusqu'à au moins 1,76, 71. Donc maintenant qu'on a fait le pullback, là on a un pullback sur un niveau de résistance, enfin sur un niveau de support, pardon, qui était auparavant un niveau de résistance. 4 heures, on n'a pas encore de divergence haussière, mais dès lors qu'il y aura une divergence haussière sur le graphique 4 heures, ça sera une opportunité pour passer à l'achat. Ou alors l'idéal, je ne vous le cache pas, ça serait que le cours revienne, consolide sur ce niveau de support, pardon, atteigne le bas du canal avec une divergence haussière, et là ça serait vraiment parfait pour passer à l'achat. Alors, vous savez quoi, je vais enlever tous ces niveaux de support résistance et je vais les retracer devant vous. Je ne sais plus c'est quand que j'ai tracé ces niveaux de support résistance, donc on va les refaire pour être sûr qu'ils soient valides. Alors on prend le prix de clôture. Pour ceux qui ont du mal à savoir les prix de clôture, c'est lesquels dans les chandeliers haussiers et baissiers. Bon, c'est pas très compliqué, mais sinon, pour faciliter la tâche, vous avez simplement à mettre votre graphique. Au lieu de mettre en chandelier, vous mettez en ligne. Et vous aurez les prix de clôture. Bon, moi, je vais le laisser en chandelier. Voilà. Alors, pardon. Là, j'ai tracé tous les prix au niveau de support résistance. Donc voilà, là on est quand même sur un bon niveau de support. Bon niveau de support, on n'a pas de divergence baissière sur le RSI, on n'en a pas de divergence, on n'a pas non plus de divergence haussière, excusez-moi. Sur le 4 heures non plus. Bon, sur support, pourquoi pas jouer le rebond. Maintenant, d'un point de vue des techniques, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de signaux pour passer à l'achat. Maintenant, l'achat est totalement justifié d'un point de vue fondamental. D'un point de vue fondamental, on a une situation macroéconomique en zone euro qui s'améliore fortement, alors qu'en Nouvelle-Zélande, certes, les statistiques sont meilleures qu'en zone euro, mais elles sont stables depuis maintenant près d'un semestre. Donc voilà, on n'a pas forcément de prévision à court terme bénéfique pour le NZD, alors que sur l'euro, c'est plutôt bénéfique. Donc voilà, le bon point est donné à l'euro, et donc l'euro NZD pourrait clairement venir chercher les 1,7635. Maintenant en termes de timing, je sais pas si c'est le bon moment encore, on n'a pas de divergence haussière, donc soyons prudents. Mais voilà, la tendance, c'est juste pour vous dire que la tendance elle est haussière, et c'est intéressant pour se positionner à l'achat. Donc NZD USD haussier, NZD Yen c'est pareil. Maintenant le Yen fait quand même assez pression ces derniers temps. D'autant plus que hier, bon, on a eu comme vous savez, un nouveau tir de missiles balistiques de la Corée du Nord en mer du Japon, particulièrement menaçant, mais dont le marché n'a pas du tout réagi. Voilà, donc restons prudents. Mais en tout cas, les valeurs refuges sont restées stoïques à ce nouveau tir de missiles.
Donc en ce moment, pour résumer le NZD, moi je me concentrerai peut-être un peu plus sur le NZD USD, qui a une configuration technique beaucoup plus intéressante. On a non seulement la sortie du canal baissier, plus une divergence haussière du momentum, plus rebond du cours, du prix, sur un niveau de support qui n'a pas été dépassé depuis le début de l'année. Et la dernière fois qu'il a testé ce niveau, eh bien on a eu un rebond de 500 pips, plus de 500 pips. L'USD CAD, poursuite du rebond avec un pétrole qui baisse. Regardez un petit peu, alors je fais une petite aparté, mais on regarde le pétrole qui baisse depuis hier, que ce soit le brut ou le Brent. On a l'or noir qui se déprécie avant l'OPEP, la réunion de l'OPEP qui aura lieu demain. C'est tout à fait normal, hein. Le marché qui consolide, qui attend, qui prend des bénéfices. Donc voilà, l'USD CAD, toujours avec notre scénario haussier qui a été donné hier matin, plutôt avec un très très bon timing, hein, je dois l'avouer cette fois-ci. Encore le GBP AUD, GBP CHF, on peut en discuter en termes de timing, nous allons voir ça après, mais bon, on va en discuter juste après. Mais le SD4 qui a été donné hier matin, oui, avant-hier matin, eh bien était vraiment bien placé pour viser la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 1,2892, donc en clair 1,29. Voilà, donc l'objectif reste le même, reste inchangé. L'USD-CHF rebondit sans commentaire. L'USD Yen, consolidation. Consolidation, moi j'ai toujours une perspective baissière. Maintenant attention, on a une divergence haussière qui est en train de se mettre en place. Donc prudence. Voilà, prudence. Tout simplement prudence. Attendons de voir si la divergence est validée. Si elle est validée, il faudra annuler le scénario baissier. Et dans ce cas-là, j'aurais été totalement à côté de la plaque sur l'USD Yen. Maintenant, bon, pour le moment, la divergence, elle est quand même assez faible. Le RSI n'est pas si proche du support, donc on a quand même un peu de chance que l'USD Yen revienne sur ce niveau de support. Mais bon, pour ceux qui veulent clôturer hein, la vente, bon, c'est en légère perte, je vous l'accorde. Hein, bon, ça va pas beaucoup non plus, une vingtaine de pips. C'est pas non plus dramatique, mais c'est totalement, je comprendrais totalement de clôturer par précaution. Alors on passe au GBPUD, sur lequel on avait des scénarios. Alors, il me semble que j'ai... Alors, où est passée ma flèche? Alors, ma flèche, j'ai dû l'enlever. Alors, pareil, on va retracer le niveau de support résistance. Voilà, le niveau de support et de résistance. Alors, déjà, il y en a un ici. Voilà, donc là, nous avons nos niveaux de support et de résistance. Et là, on a une résistance pas très loin à 1,7764. 1,7764, bon, le GBPUD devrait rapidement hein, dépasser ce niveau de résistance, je pense, au vu de la politique monétaire de la UD, et c'est le même constat que la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs macroéconomiques qui sont très bons, qui sont concrètement qui sont très très proches des objectifs de la Banque centrale. Par contre, nous avons toujours ce taux de créances douteuses immobilières donnés par les banques commerciales qui sont particulièrement importants et qui remettent en cause qui pourraient mettre en cause le marché immobilier australien en cas de hausse des taux. J'ai écrit un article là-dessus hier, je vous invite à le lire, hein. Honnêtement je pense qu'il est assez intéressant, ouais, il est juste ici, AUD-USD, par rapport à ces créances douteuses en Australie. Donc voilà, c'est pour cela que la RBA ne procède pas à une hausse des taux, et d'après ses prévisions elles-mêmes, d'après les prévisions de la RBA, il n'y aura pas de hausse des taux avant le premier trimestre 2018. Voilà. Donc concrètement, on a une perspective pour le GPP plutôt haussière. Alors maintenant, est-ce qu'il va dépasser les 1,77-64? Peut-être. Moi, je pense qu'il peut clairement venir chez les 1,80. 1,80, on est assez loin quand même. On n'est pas loin, mais on n'est pas proche d'une zone d'excès. Vous voyez qu'il y a quand même une zone de progression. Donc voilà, 1,80, moi je pense que ça sera atteint.
d'ici la fin de l'année. On passe au GBP-CHF. Ensuite, je vais regarder vos questions. Voilà, GBP-CHF, c'était ce scénario-là que nous avions, avec un problème de timing, une erreur de timing, je vous l'accorde. Voilà, on va retracer encore une fois ces niveaux de support résistance, comme ça nous serons bien au clair. Donc on a l'objectif qui est jusqu'à 1,3266 environ. Alors, voilà, on est un petit peu au milieu de nulle part en ce moment. Vous voyez qu'on est entre ce support, enfin cette résistance qui était auparavant un support, tout simplement le prix de clôture lorsqu'il y a eu la fameuse BNS, et ici ce support le plus bas, tout simplement août 2011, qui était le plus bas historique, le plus bas prix de clôture mensuel historique. Voilà, donc ce support se paye, et vous pouvez voir que la prochaine résistance est quand même assez loin, près des 1,40. Alors entre les deux, nous avons des seuils psychologiques comme 1,35, 1,35 qui fera office de résistance, mais voilà, c'est juste pour vous faire voir que d'un point de vue mensuel, on est quand même assez loin d'une zone de résistance. Maintenant, on va en avoir d'autres, on va avoir des prix de clôture annuels, probablement. Si on a des prix de clôture annuels, on peut toujours trouver des autres supports et résistances, des supports et résistances intermédiaires, mais alors annuel en fait même pas, on n'en a pas. Trimestriel peut-être. Bon, on a des prix de clôture, voilà, on a celui-là par exemple. On a ce prix-là en trimestriel, on va le mettre un tout petit peu plus gros pour démarquer entre le trimestriel et le mensuel. Forcément, le trimestriel a un poids plus important, étant donné que c'est une unité de temps plus longue. Voilà, donc vous voyez que la trimestrielle, elle a clôturé où? Elle a clôturé à 1,3498, 1,35. Voilà, la prochaine résistance sur le GBP SHF, c'est 1,35. Et pour moi, le GBP SHF, c'est vraiment une paire qui a un potentiel haussier particulièrement intéressant. Que ce soit le GBP SHF, l'Euro SHF ou l'USD SHF, pour moi, ces trois paires-là, vendre le SHF, le SHF, c'est la devise peut-être à vendre. Peut-être plus que le yen. Parce que le yen a quand même une amélioration des statistiques macroéconomiques, alors que le CHF en Suisse, bon, ça s'améliore, mais beaucoup moins rapidement qu'au Japon. Donc j'aurais plus tendance à vendre le CHF plutôt que le yen. Voilà, donc cet objectif à 1,3272, je pense qu'on peut même le prolonger jusqu'à 1,35. On va le prolonger tout de suite même. Alors, on va simplement, voilà, je vais simplement éditer cette flèche et on va le mettre à 1,35. Voilà. Poursuite de l'objectif haussier, donc on a un meilleur ratio risque-rendement. Alors je regarde vos questions. Alors GBP Yen, j'ai une question, alors je vais y venir. Le GBPUD continue son chemin vers 1,77. Alors oui, c'est ça. GBPUD qui continue son chemin vers 1,77 et même voilà 1,78, 1,80. Pourriez-vous redire jusqu'où peut aller le NZD USD de la part de Raymond? Alors bien évidemment Raymond, alors il y a une divergence haussière, moi d'un point de vue technique, je préfère viser la moyenne mobile à 50 jours, voire même les 0,70. Néanmoins, le remont peut être encore plus conséquent. Mais pour qu'il soit encore plus conséquent, il faudrait réellement que le cours clôture au-dessus des 0,70. Si le cours clôture au-dessus des 0,70, ça sera un fort signal haussier qui permettra d'avoir un objectif jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, donc déjà, tout d'abord, premier objectif, les 0,70. Philippe, bonjour, vous aviez prévu une fin d'année tranquille, mais on voit bien qu'à votre idée de retour, changez-vous votre timing. Alors, une fin d'année tranquille, oui, surtout sur les marchés actions, c'est vrai que j'avais dit ça. Alors, je vous rappelle que j'avais dit ça, en plus, tout va dépendre de la réforme fiscale, parce que la réforme fiscale, bien qu'elle soit passée au Congrès, enfin, à la partie budgétaire du Congrès, du Sénat, eh bien, elle n'a pas été encore votée par l'ensemble des sénateurs, donc voilà, elle est encore en suspens. Je pense qu'elle va être votée, honnêtement, mais peut-être pas au terme que la Maison Blanche voudrait, peut-être avec un taux d'imposition supérieur à ce que la Maison Blanche voudrait, peut-être avec une mise d'application progressive alors que la Maison Blanche la veut
directement pour l'année 2018. Voilà, il y a encore un tas de facteurs qui peuvent changer. Ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir tué. Et la situation en Allemagne n'a pas encore été résolue. La situation en Catalogne non plus. Bien que ça ne remette pas en cause, pour moi, il n'y a pas un risque de krach boursier. Hein, il y en a pas, pour moi, il y en a pas. Ou alors, il y a des risques, bien évidemment, il y a toujours des risques, mais ils sont extrêmement minimes, donc je ne les prends pas réellement en considération. Donc le risque d'un krach, non, j'oublie. Maintenant, consolidation, moi je pense que c'est pas parce qu'on a eu ce rebond d'hier, faut pas s'affoler non plus. Euh, voilà. Oui, j'ai prévu une fin d'année tranquille. Nous sommes le 29 novembre. On a normalement, d'un point de vue historique, encore 3 semaines avant que les institutionnels soient en vacances de fin d'année. Donc on a encore 3 semaines potentielles de volatilité. Au bout de ces 3 semaines, s'il n'y a pas eu de volatilité, ça, voilà, faudra oublier la volatilité pour la fin de l'année. Pierre Ibre, si réformes financières votées, hausse de Wall Street et baisse de XY. Alors non, pas forcément baisse de XY. Hein. Baisse de XY, ça dépendra surtout de Jérôme Powell et de la Fed en décembre. Pas forcément, pas beaucoup de la réforme fiscale. Donc si la réforme fiscale est votée, hausse pour Wall Street, ça c'est sûr. Si par exemple la réforme fiscale est votée aujourd'hui, on aura Wall Street qui sera haussier jusqu'au 20 décembre. Voilà, donc tout va dépendre réellement de la réforme fiscale. Et l'idéal, ce serait également que la situation en Allemagne se débloque. Et dans ce cas-là, les actions de la zone euro seraient ceux qui vont superformer, continuer de superformer, pardon, pour le moment. Enfin, pour la fin de l'année, pardon. Donc, par rapport à la volatilité que j'attends d'ici la fin de l'année, moi j'attends toujours quand même assez basse. Néanmoins, faut pas oublier qu'on a eu un mois réellement où la volatilité était basse. Depuis le début du mois, elle est basse. Donc c'est un synonyme que le marché attend la réforme fiscale. Et donc voilà cette réforme fiscale, en espérant qu'elle soit votée le plus tôt possible. Enfin, en espérant. Si elle est votée le plus tôt possible, ça permettra au marché action de progresser. Et plus on va attendre, plus le marché va consolider, mais par contre, plus le rebond sera important. Il faut savoir que plus la consolidation est importante, plus la cassure est importante. Alors ça, c'est une règle générale. C'est pas tout le temps, mais d'un point de vue général, c'est le cas. Alors le GBP Yen, je viens au GBP Yen. Voilà, GBP Yen, c'est la même stratégie. Alors je vais faire un petit peu de, voilà, faire un petit peu de clarté à ce graphique. Voilà, je vais enlever les niveaux de support résistance et on va voir ensemble comment les retracer. Alors pour dupliquer une ligne, hein, je vous rappelle ce bouton, c'est la copie. Ce bouton-là, copie, et là vous pouvez la dupliquer. Hop. Je pense qu'on est particulièrement bien, alors j'aurais plus tendance à mettre résistance ici. Sur GBP Yen, il y a quand même beaucoup de résistance assez rapprochées. Et donc là, on a une forte zone de résistance, 150, 150, 113, 151, 34. On a une forte zone de résistance. Maintenant, je pense d'un point de vue politique monétaire que le GBP Yen peut clairement casser. Cette résistance. Peut-être avec moins de conviction que le GBP CHF. Mais je pense que le GBP Yen peut vraiment venir chercher notre objectif à 151,34. Voilà. Donc l'objectif reste inchangé. Pour ce qui est des marchés actions, les marchés actions,
Vous voyez, on rebondit hier. Là, on a le futur, mais si vous n'avez pas le futur, vous avez eu un gap haussier normalement sur l'Eurostoxx 50 qui reste néanmoins en dessous de ces moyennes mobiles à 50 jours. Par contre, le CAC évolue au-dessus, tout comme le DAX, il me semble. Le DAX également. Moi, ce que j'attends, c'est que l'Eurostoxx casse sa moyenne mobile à 50 jours. S'il casse sa moyenne mobile à 50 jours, ce sera un signal haussier, direction les précédents sommets. Donc tout va dépendre à mon avis de la réforme fiscale. Encore une fois, je reviens sur cette oblique haussière. Bon, nous l'avions déjà vu hier, mais voilà, on a raté. Enfin moi personnellement, disons que voilà, je suis un peu déçu dans le sens que on avait un super point d'entrée. Vous voyez, la semaine dernière, en début de semaine dernière, je n'ai pas fait attention à cette oblique, elle n'était pas tracée sur mon graphique à l'époque, enfin la semaine dernière, et vous voyez qu'on avait ce rebond sur sa moyenne mobile à 200 jours, ce rebond sur cette oblique haussière, on avait un momentum qui était haussier, on avait tout pour passer à l'achat, et on n'est pas rentré à l'achat, donc voilà, je ne suis un peu déçu de ma prestation, mais bon, tant pis. En tout cas, ça démontre bien la puissance d'un moyen mobile à 200 jours, la puissance de cette oblique haussière. Donc, si on a un retest sur cette oblique, je m'intéresserai particulièrement aux stratégies acheteuses. Mais si on a un breakout, ce sera également un signal d'achat. Si on a un breakout de la moyenne mobile à 50 jours, ce sera un signal d'achat. Voilà. Donc, ce sera un signal d'achat donc pour rejoindre les sommets. Donc là, le CAC, concrètement, il peut clairement venir chercher les 5467. Le DAX peut clairement venir chercher ses précédents sommets aux alentours des 13400. Voilà, maintenant, faut pas oublier que ça va dépendre, encore une fois, de la réforme fiscale. La réforme fiscale n'a pas encore été votée. Alors, je reviens en question. François qui me demande GBP/CHF 1,35 rapidement. Alors, rapidement, moi j'ai plutôt, alors, 1,35, disons d'ici la fin de l'année, d'ici 3 semaines, je pense que GBP/CHF peut clairement venir chez les 1,35. Voilà, c'est mon opinion. Philippe qui me dit beaucoup d'analyses donnent des consolations alors que pour l'instant on sort du range trading plutôt. À quel moment on sort irait sur le CAC 40. Alors oui, hein, c'était plutôt consolidation en attendant la réforme fiscale et c'était plutôt le cas. Hein. Si vous regardez depuis le mercredi 15 novembre, bon certes on a un petit rebond, mais d'un point de vue un peu plus moyen terme, on a une consolidation en attendant la réforme fiscale et cette consolidation date depuis le début du mois. Vous voyez que depuis le début du mois, les CAC ou tous les indices européens ont retracé. Depuis, ils rebondissent, mais concrètement, on n'a pas marqué des nouveaux records, alors que Wall Street marque des nouveaux records. Donc, voilà, on a également une situation en Allemagne qui pèse sur le marché actions européen, c'est ça la différence avec Wall Street, et également la situation en Catalogne. D'ailleurs, l'IBEX n'a pas cassé ses 10 000 points. Donc pour ceux qui ont payé les 10 000 points, je l'ai répété à de multiples reprises. Pour ceux qui ont payé, la stratégie reste la même. Hein. Retour à la moyenne mobile de 200 jours et à terme, c'est concrètement retour au précédent sommet. Les sommets à 11 235 à peu près, et même les sommets de 2015 qui sont à sommet 2015 à pardon aux alentours de 12 000. Les 12 000 points, personnellement, je ne les oublie pas. Je ne les oublie pas du tout. Voilà. J'ai toujours cette conviction pour chez les 12 000. Alors, ça prendra le temps que ça prendra, c'est-à-dire plusieurs mois. Mais voilà. L'IBEX, c'est vraiment, on a vraiment là quelque chose d'assez intéressant. Si vous regardez juste d'un point de vue investisseur, c'est-à-dire sans effet de levier, d'un point de vue pur pourcentage, sans compter les pips, nous avons actuellement, hein, on va prendre depuis les 10 000, depuis les 10 000 jusqu'aux 12 000, nous avons 18%, 18,92, donc 19% à aller chercher sur l'IBEX. 19% rien que d'un point de vue investisseur. Maintenant, d'un point de vue trading, là on avait un ratio risque-rendement plus qu'intéressant. Je vous rappelle que le stop qui était considéré, c'était le mettre en dessous de cette mèche, à peu près par là. Hein. Bon, je le mets pas au pips près, mais c'est l'idée. Le mettre en dessous de cette mèche pour viser déjà les sommets annuels. Donc rien que là, nous avions une stratégie qui risquait
180, 189 points pour chercher plus de 1235. Donc nous avons un ratio de risque rendement de 10 rien qu'ici. Donc voilà, c'était particulièrement intéressant. Alors, je reviens en question. Donc le CAC, oui, les marchés actions européens étaient en zone euro. Maintenant, on peut voir que déjà rien que cette avancée de la réforme fiscale a permis à Wall Street de progresser de 1%. Donc vous imaginez bien que si la réforme fiscale est passée, est définitivement passée, et sans intercation avec la Maison Blanche, on peut clairement imaginer que les indices européens, Wall Street va continuer à marquer des nouveaux records, ça c'est sûr, et que les indices de la zone euro vont revenir à leur précédent sommet et continuer de progresser, de marquer des nouveaux sommets annuels. Donc voilà, plutôt une opinion haussée sur les marchés actions européens ce matin, et les statistiques macroéconomiques de cet après-midi seront attendues, seront très très importantes. Voilà, donc vraiment ces statistiques, c'est à surveiller. L'or qui consolide, bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'or. Consolidation entre 1300 et 1983. Moi, je n'ai pas de stratégie actuellement sur le gold à vous annoncer. Voilà, pas de stratégie. Donc voilà, je ne vais pas perdre mon temps sur le gold. Alors, bonjour Philippe, je n'étais pas là en début de séance. Pensez-vous que l'euro-dollar va baisser avant la fin de l'année, suivant la réforme sociale votée aux USA par exemple? Alors, plus que la réforme fiscale, c'est surtout la Fed. C'est surtout la Fed et les indices de l'inflation qui seront entendus. L'indice PCE qui sera publié aujourd'hui et vendredi, ça sera c'est des indices qui sont extrêmement suivis par la Fed. On a deux indicateurs qui sont extrêmement suivis par la Fed pour mesurer l'inflation. L'IPC et l'indice PCE. L'indice PCE, c'est cette semaine. L'IPC, il me semble que c'est la semaine prochaine. Alors, il me semble. Voilà, mais en tout cas, on a déjà l'indice PCE cette semaine qui, eh bien, a le poids, je dirais, d'un point de vue statistique macroéconomique, le plus important sur le DXY et donc sur l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar, tout va dépendre de ces indices de l'inflation. Si l'inflation accélère aux États-Unis, vous vous doutez bien que l'euro-dollar sera sous pression et viendra rapidement chez les 1,16 et voire même les 1,15. À l'inverse, si l'inflation continue de ralentir et montre toujours des signes de fragilité aux États-Unis, l'euro-dollar ira très probablement chercher les 1,20. Alors oui, MA50 sur l'Eurostock, oui voilà Philippe, l'Eurostock 50, la moyenne mobile à 50 séances sur l'Eurostock 50, excusez-moi, eh bien est très importante. L'euro s'achève en jour diff sur le récit et triangle ascendant et triple top, belle progression au-dessus de la même 50. Alors, on regarde ça ensemble François, euro s'achève, c'est vrai que je ne regarde pas tous les jours, triple top, exactement, 1, 2, 3, triple top, avec la ligne de coup qu'on peut dessiner. Alors la ligne de coup, du coup qu'on peut la dessiner comme celle-ci. Vous voyez 1, 2, 3, triple top, la ligne de coup, la divergence baissière qui est assez bien. Alors qu'est-ce que vous me dites en plus? Triangle ascendant, oui, donc le triangle ascendant qui est là. Alors si cassure de la moyenne mobile à 50 jours et même plus, si cassure du biseau ascendant, si on casse le biseau, c'est au retour à 1,15, 1,14. Bon, le biseau est quand même assez bas, mais vous voyez qu'on a la ligne de coup, puis la moyenne mobile, puis le biseau. Donc on a quand même trois niveaux de support assez solides, je dirais, qui pourraient donner des opportunités d'achat. Donc vendre directement à la cassure de la ligne de coup ou vendre directement à la moyenne mobile, pourquoi pas, mais c'est risqué. C'est, on va dire, d'un profil agressif. Parce que là, on a trois possibilités de hausse, trois possibilités de rebond. Sur la ligne de coup du triple top, sur la moyenne mobile à 50 jours, ou sur la base du biseau. Voilà, maintenant, si on a la base, si on a le biseau qui est cassé, la moyenne mobile et la ligne de coup aura été cassé, pardon. Et donc, forcément, le signal sera baissé jusqu'à 1,15, voire même 1,14, précisément, pardon, 1,1450. Mais d'un point de vue, attention, d'un point de vue macroéconomique, je préfère payer l'euro que le CHF, honnêtement. Étant donné que le CHF, tout comme la zone euro, vous me direz, mais la BNS est toujours dans une position expansionniste de sa politique monétaire. Par contre, les statistiques macroéconomiques en zone euro sont beaucoup mieux
que ceux en Suisse, mis à part le taux de chômage. Mais le taux de chômage ne fait pas tout. Le taux de chômage, ça va permettre d'avoir un taux d'inflation plus élevé. Mais même avec un taux de chômage très bas en Suisse, l'inflation est de l'ordre de 0,7%. Elle a progressé jusqu'à 0,7% sur un rythme annuel. Alors qu'en zone euro, certes, ce n'est pas extraordinaire, mais elle varie aux alentours des 1,3, 1,4%. Donc près du double. Voilà. Et la croissance est bien meilleure en zone euro qu'en Suisse. La croissance en zone euro, elle a été revue à la hausse aux alentours des 2,2, 2,5%. Donc voilà, forte croissance quand même en zone euro. En Suisse, un peu plus basse. Et je vous rappelle, le plus important, c'est la croissance et l'inflation. Voilà, donc bien qu'il y ait ces signaux baissiers sur l'euro CHF, d'un point de vue fondamental, sur du moyen terme, euh, l'achat euro CHF est totalement justifié. Voilà, écoutez, moi, ça sera tout pour ce point de marché. Je pense qu'on a fait un bon tour, hein, honnêtement, du marché aujourd'hui. Merci à vous donc pour cette attention. Et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain point de marché. Demain, nous aurons l'OPEP. En attendant, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a pas mal de statistiques macroéconomiques. Euh, donc voilà, soyez prudents cet après-midi sur les marchés. Et écoutez, excellente journée à vous et à demain.